Le Roi Lion. Comment c'est le bordel tout ce qui se passe autour de ce film. Alors franchement, j'ai tout vu, tout lu, tout entendu. Escroquerie, arnaque, inutile, piège à con, film pour pigeons. Bref, énormément de choses ont été dites pour enfoncer le film dans ce qu'il semblerait être, c'est-à-dire un espèce de remake ultra opportuniste, copier-coller qui ne servira à rien. Et pour le coup, j'avais pas envie de faire une critique du film, mais j'avais un peu envie de répondre à tout ça. En fait, j'avais aussi un exercice de style. Avec cette vidéo, je voulais réfléchir et essayer d'argumenter en quoi ce film pourrait être utile et en quoi il apporterait quelque chose au film original, mais aussi au cinéma en général. Rien que ça. Alors vous allez voir, je ne vais pas mettre mon avis sur le film en avant. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Mon avis, je vous le donnerai rapidement à la fin, car dans cette vidéo, je vais vraiment m'efforcer à essayer de comprendre et d'apporter une réflexion positive sur ce film. Et avant de rentrer dans l'argumentation, je dois vous préciser que cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par NordVPN. Alors NordVPN, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, c'est un VPN. Et un VPN, qu'est-ce que c'est? Et bah ça permet en fait de faire en sorte que ta connexion internet ne soit pas localisée chez toi. Alors là, vous me dites, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à plusieurs choses. Déjà, à garder une forme d'anonymat sur internet. Ça permet de ne pas te faire traquer, ce qui fait que, par exemple, Adopi, tu peux réussir à les éviter et à pas te faire avoir si tu veux utiliser des torrents pour télécharger des choses, pas des films, hein. Faut pas télécharger des films, c'est pas bien. Et tu peux aussi piéger Netflix et faire en sorte d'obtenir par exemple le catalogue US. Et le catalogue US, il y a un nombre de films qu'on n'a pas en France, c'est dément, parce qu'on a la chronologie des médias qui impose 3 ans quand un film sort en salle pour qu'il soit sur Netflix, ils ont pas ça aux États-Unis, donc tu as accès mais à plein de films. Donc franchement, c'est hyper abordable, surtout qu'avec le code promo que je vous fournis en description de cette vidéo, vous avez 75% de réduction, rien que ça. Ce qui fait qu'avec un abonnement sur 3 ans, vous payez genre 2,62 € le mois, ce qui est que dalle pour avoir tous les films dispo sur le catalogue Netflix US, honnêtement. Donc voilà, si vous hésitiez à avoir un VPN, NordVPN c'est quasiment considéré comme le meilleur VPN disponible. Mon code promo c'est masqué, vous avez juste qu'à taper ça et vous aurez donc les 75% de réduction si vous abonnez pour 3 ans. Moi j'en ai un, j'utilise NordVPN et ça me permet d'avoir accès à tout ce dont je vous ai parlé. Donc c'est une vidéo sponsorisée pour un produit que j'utilise, donc je ne me sens pas trop escroc de vous dire que ça vaut le coup. Bref, ça c'est dit, maintenant rentrons dans l'argumentation. Quoi qu'on en dise, cette version du Roi Lion est audacieuse. Car clairement, derrière ce copier-coller qui peut vraiment énerver, il y a un parti pris ultra fort et franchement un peu décontenançant. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que ce film ait à ce point été critiqué juste sur ses visuels. Ça manque d'émotion, on dirait un documentaire animalier, il n'y a pas d'énergie dans la mise en scène, il n'y a pas de fantaisie, l'image est totalement plate par rapport au dessin animé qui était beaucoup plus coloré, enfin voilà, bref, on entend plein de choses qui ont tout de suite critiqué le visuel du film en comparaison avec l'original. Et pour le coup, tous ces reproches sont totalement recevables. Mais ils démontrent que le film a réellement tenté quelque chose. Le film a tenté la carte du naturalisme. Il a tenté de proposer des animaux photoréalistes qui évoluent à l'image comme de vrais animaux. Et franchement, c'est un choix improbable. C'est-à-dire que de regarder un film avec des lions qui bougent à peine la bouche pour parler et qui agissent comme des vrais lions, ça fait bizarre. Parce que le Roi Lion en image de synthèse, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus cartoonesque, un peu à la manière d'un Âge de glace par exemple, ça aurait pu ressembler à ça. Et pas du tout. Ça ressemble à aucun autre film que j'ai vu avant, sauf peut-être, justement, le Livre de la Jungle de Jon Favreau. Et donc ce choix, il est vraiment improbable, c'est sûr. Et il est tellement improbable, en fait, qu'il a été possible uniquement parce qu'il y avait la marque, le Roi Lion derrière. Mais imaginez les portes que ça peut ouvrir. Imaginez les histoires qui peuvent être racontées avec ce parti pris-là par la suite. C'est-à-dire que là, on est sur un film qui va reprendre une histoire très connue et qui va faire par exemple dialoguer ces animaux, mais dans un futur proche, on pourra avoir des histoires inédites, dans des univers différents, où les animaux ne parlent quasiment plus, et où on a une narration quasiment uniquement visuelle. C'est envisageable quand tu vois ce film-là, tu te dis que l'évolution naturelle de ce genre-là, ça va être ça. Et honnêtement, je suis très curieux de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc si au départ, il faut peut-être passer par des remakes pour habituer le public à ce style-là, je vois peut-être ça en fait comme un mal pour un bien. Et donc ça fait que ce film n'est pas forcément si inutile que ça. La technique. Bon, je crois que c'est un fait, un film comme Le Roi Lion, là, c'est un film qui repousse littéralement les limites de la technologie. C'est un énorme budget qui est déployé pour réussir et pour permettre à donner vie à un monde ultra réaliste. Et pour le coup, beaucoup d'autres films vont profiter des avancées technologiques effectuées par les équipes sur ce film-là. Le fait que ce soit Le Roi Lion fait que la prise de risque est quand même limitée. Et donc on peut pousser la technologie dans des retranchements, réussir à y mettre du budget pour faire avancer le schmilblick
et faciliter tous les films, encore une fois, qui découleront de ce processus par la suite. Alors c'est l'avenir qui nous le dira, mais si on a des films inédits qui vont utiliser ce côté photoréaliste et qui va nous décalquer la gueule parce que c'est franchement magnifique, par la suite, ce sera en partie grâce au Roi Lion. Écologie. C'est un discours qui était difficilement perceptible, je trouve, dans le film original. Mais dans ce film, notamment grâce à de légers changements de scénario, mais surtout grâce à ces nouveaux graphismes photoréalistes, les animaux qu'on voit à l'écran semblent faire partie de notre réalité. Et la biodiversité, ce fameux cercle de la vie, sur Twitter pour réussir un peu à imposer ce point de vue sur le film, et je le trouve vraiment intéressant, c'est vrai, c'est un film qui, parce que tu vois des vrais lions, ou en tout cas tu as l'impression de voir des vrais lions, te fait beaucoup plus réfléchir sur la condition animale, sur la biodiversité, que le film d'animation qui te projetait dans un monde qui était beaucoup plus éloigné de notre quotidien. Il y a vraiment une sensibilisation immédiate au respect de la nature parce que le lionceau que tu observes, eh ben, t'as l'impression que c'est un vrai lionceau. Et ce qui fait que ce message-là, en fait, n'a pas du tout besoin d'être appuyé. Et il agit de manière quasiment inconsciente sur notre perception du respect de la biodiversité. Modernisation. Alors c'est vraiment un sujet qui fait office de bombe, je trouve, sur les réseaux sociaux. C'est de dire qu'ils ont modernisé le Roi Lion. Et bah en fait, je pense que c'est quand même difficile à nier. Oui, pour moi, ils ont modernisé le Roi Lion. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée dans le domaine de l'animation pour refaire un film qui n'aurait pas pu être fait comme ça à l'époque. Donc pour moi, ça modernise le film. Après, ça veut absolument pas dire que le film est mieux. Alors là, mais pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Et ça veut encore moins dire que ça va permettre à une nouvelle génération de découvrir le Roi Lion. Ça, pour moi, c'est de la grosse connerie. C'est-à-dire que l'original, pour moi, c'est un film qui a exploité quasiment le maximum d'un art, celui de l'animation en 2D. Et c'est un film qui n'est pas démodé et qui ne sera, je pense, jamais démodé. C'est quasiment ce qui se fait de meilleur dans ce domaine-là, l'animation en 2D. Et donc, n'importe quelle génération peut le découvrir. Il n'y a jamais eu besoin d'un remake en image de synthèse pour pousser la nouvelle génération à découvrir le Roi Lion. C'est débile de penser ça. L'original, il est abordable pour tout le monde et il claque la gueule à n'importe quelle personne parce que ça reste un film magnifique, même en 2019, même en 2050, je pense. Donc cet argument, il n'est pas recevable. Mais en fait, en termes de modernisation, le remake du Roi Lion me rappelle un autre remake, celui de Psychose, réalisé par Gus Van Sant. Enfin, Psychose, à la base, c'est Alfred Hitchcock, mais il y a eu un remake, plan par plan, réalisé par Gus Van Sant. Et pour le coup, Psychose de Gus Van Sant, c'est aussi un remake que énormément de gens considèrent inutile. C'est un remake plan par plan, quasiment comme certaines séquences du Roi Lion, sauf que il est en couleur, alors que Psychose est en noir et blanc, mais voilà, on comprend pas trop dans ce remake. C'est la séquence d'ouverture. Dans le film original d'Alfred Hitchcock, on commence sur une ville et on se rapproche à coups de fondu d'une fenêtre pour finalement pénétrer dans l'appartement. Je crois que c'est d'ailleurs un hôtel. Et dans le remake, Gus Van Sant, il a fait ça en un seul plan séquence, avec des coupes numériques pour transitionner d'une caméra à une autre. Mais voilà, il y a un côté où on a l'impression que c'est un seul et même plan. Et ce qui est intéressant, c'est que ce plan-là nous dit énormément sur s'il en avait eu la technologie, mais vu qu'il n'en avait pas les moyens, il a fait ses histoires de fondu. Et lui, à l'heure actuelle, vu qu'il a les moyens de le faire, il fait cette entrée en un plan séquence comme Hitchcock aurait voulu le faire. En fait, il considère que c'est ce qu'Hitchcock aurait fait s'il avait eu les moyens modernes pour faire son film. Donc Gus Van Sant modernise Psychose. Ça sert pas à grand chose, honnêtement, mais c'est une démarche. Ouais, un parti pris, un exercice de style. C'est de l'art, finalement. C'est de l'art, c'est rigolo. Et donc même si dans le Roi Lion, c'est absolument pas la même chose, parce que clairement, l'intention du premier Roi Lion, c'était pas d'être photoréaliste, et ils avaient pas les moyens de le faire, mais ils avaient essayé de s'en approcher. Non, c'était pas du tout ça. Là, l'intention de Jon Favreau, elle est très différente de l'intention du premier film, c'est sûr. Mais on est quand même dans cette démarche de moderniser une œuvre, d'utiliser tous les moyens modernes, et pour les gens qui s'intéressent à la modernisation des films, encore une fois, ce film n'est pas inutile, c'est intéressant à étudier. Perfectible. On va quitter un peu l'aspect graphique là pour se concentrer sur les changements en termes de narration. Alors fatalement, je vais un peu spoiler les différences entre la version originale et la nouvelle, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas du tout savoir, je donne un timecode et passez directement à ça. Mais pour ceux qui ont vu le film ou qui s'en foutent, on va rentrer un peu dans les différences entre l'original et cette nouvelle version. Parce que toute cette vague de remake Disney, là en live action, là c'est pas du tout un film en live action, hein, c'est un pur film d'animation, Le Roi Lion 2019, mais voilà, toute cette vague de remake modernisant, elle a aussi pour but, ou plutôt pour challenge, de perfectionner les histoires des films originaux. On l'a vu récemment avec Aladdin, où ils ont un peu changé le personnage de Jasmine, où ils ont rajouté une relation entre Aladdin et Jafar, voilà, il y a différents trucs qui ont changé. Et je dis pas que ces choix étaient bien faits, c'est pas du tout ce que je dis. Si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, vous allez voir ma critique. Voilà. Mais j'avance juste la volonté dans ces remakes de compléter les histoires, de les enrichir, de les améliorer en termes de narration. Et pour le coup, le Roi Lion, ça fait pas exception. Donc il y a très peu de changements, mais ils sont assez intéressants
à étudier. Je vais me concentrer sur 4 changements. La première, c'est la séquence où Nala s'enfuit pour aller chercher de l'aide. Donc cette séquence est intéressante parce que déjà, elle accentue la détermination du personnage de Nala. Ça la rend beaucoup plus proactive dans le récit, on voit qu'elle n'est pas arrivée là-bas par hasard, et surtout qu'elle a une vraie volonté de faire changer les choses. Et ça rehausse aussi le personnage de Zazu, qui à ce moment-là dans le dessin animé est enfermé dans une cage, mais là arrive à faire en sorte que Nala arrive à s'échapper, et montre qu'il est courageux, brave, et voilà aussi qu'il fait partie de cette espèce de résistance. Mais surtout, toute cette séquence nous permet d'explorer un peu plus la thématique du fascisme. Parce que dans le dessin animé, la thématique du fascisme, elle était parfaitement abordée dans la chanson « Soyez prêts », qui utilisait une imagerie nazie et qui renvoyait directement à des régimes totalitaires. Mais dans ce film-là, avec le parti pris réaliste, la chanson « Soyez prêts » ne colporte pas du tout l'imagerie fasciste, et donc la thématique n'est pas du tout explorée à ce moment-là du film. Et donc ils ont rajouté cette séquence avec Nala, qui nous permet de comprendre que Scar est à la tête d'un système qui empêche toute résistance. Et donc Nala va s'en échapper et va devenir l'étincelle qui va réveiller Simba, etc. Donc c'est une séquence qui n'est pas du tout vide de sens et qui arrive plutôt bien à équilibrer le récit, à compenser le fait que Soyez là n'est pas aussi marquant que dans le dessin animé, et surtout ça rehausse 2 personnages qui sont Nala et Zazu. Ensuite on a la séquence de moins un coup du hasard. Alors on pouvait l'interpréter comme étant le destin, certes, mais ça ressemblait quand même beaucoup à une facilité d'écriture. Simba se pose quelque part et le vent emporte une poussière jusqu'à Rafiki. Voilà, c'était simple, efficace, certes, mais ça paraissait être un peu facile peut-être. Là, dans le remake, ils ont utilisé cette séquence pour enrichir la thématique du destin et de la biodiversité. Cette séquence, donc, où la touffe de poils de Simba passe d'animaux en animaux jusqu'à arriver à Rafiki, finalement enrichit totalement le discours philosophique de Mufasa. C'est vraiment une séquence qui illustre le cercle de la vie, qui illustre la biodiversité, la connexion entre tous les animaux, et c'est un point central de la thématique du Roi Lion, donc c'est intéressant d'avoir mis une séquence entière pour renforcer tout ça. Ensuite, il y a les dialogues méta de Timon et Pumba. Dans le film original, Timon et Pumba, c'était déjà des personnages méta. Notamment avec cette fameuse réplique où Pumba s'apprête à dire « à chaque fois que je pète », et en fait Timon le coupe avant et lui dit « non Pumba, pas devant les enfants ». Donc évidemment, laissant supposer qu'ils sont conscients d'être dans un film pour enfants en plus, voilà, donc c'est totalement méta. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'ils dialoguent avec le premier film par le biais de ces 2 personnages, toujours en restant dans le méta. C'est-à-dire qu'on a cette fameuse réplique où on pense que Pumba va s'arrêter comme dans l'original, et il finit par prononcer le mot « pète », et Pumba s'offusque vers Timon et dit « tu m'as pas arrêté comme prévu ». Donc ça c'est clairement méta, et c'est clairement une réponse au premier film. Et je trouve ça intéressant en fait d'avoir fait dialogue de personnages. On a une forme de méta qui prend en compte la première forme de méta. Donc c'est un ajout qui est pas si idiot. Parce que si t'es méta, en fait tu prends en compte le fait qu'on est dans un nouveau film et que il y a déjà eu des choses avant. Et le dernier changement dont je vais parler, c'est le fait d'avoir rajouté une forme de communauté à Timon et Pumba. Je trouve ça intéressant parce que ça nuance un peu plus l'idée de Hakuna Matata. Parce que dans le film original, Hakuna Matata, finalement, c'est juste ces 2 personnages totalement seuls dans la jungle qui ont ce délire. Et en fait, le film dit plus ou moins que ce délire-là, c'est de la grosse connerie, qu'il faut vraiment pas le suivre. Non, parce que finalement, Hakuna Matata, ça paraît être un truc pas assumé, quoi. Et là, le fait de leur avoir rajouté une communauté fait que, cet aspect-là passe peut-être un peu mieux. Hakuna Matata, ça reste quand même quelque chose de plutôt sympa, et le film, certes sur Simba donne une leçon, mais montre qu'il y a plein d'autres personnages qui arrivent très bien à vivre leur vie comme ça, et que la communauté est plutôt harmonieuse. Et en plus, ça donne une séquence avec le lion s'endort ce soir qui est plutôt sympathique. On passe à un autre aspect, le réalisme. Alors il y a peut-être que moi, mais honnêtement, je trouve ça fascinant de voir quelque chose qui est assez onirique à la base, être rendu réaliste. Je pense qu'on pourrait parler des heures sur ce que ça dit de nous, sur ce que ça dit de notre société et surtout de notre capacité à rêver, mais moi je trouve ça fascinant. Genre comment quand tu vois la séquence « Je voudrais déjà être roi », qui est un délire assez psychédélique, Simba il saute sur des coups de girafe, il finit au milieu d'une espèce de pyramide d'animaux avec un hippopotame, un éléphant, des autruches dans tous les sens, le tout soutenu par Zazu, quelque chose mais de totalement fantasque et onirique, et comment ça est rendu réaliste. Et le film s'y tente. Le film tente de rendre ça réaliste. Donc oui, ça va perdre en dynamisme, ça va clairement perdre en féerie, en fantastique, en spectaculaire même. Mais je sais pas, moi, de voir un plaquage terre à terre d'une séquence qui est à la base assez psychédélique et de la rendre quasiment rationnelle, ouais, quasiment pragmatique, je trouve ça assez fort en fait. Ça me laisse pas indifférent, quoi. Et en fait, c'est un peu la même démarche qu'un Christopher Nolan avec l'univers de Batman. C'est cette volonté de rendre crédible, de rendre concret, de rendre réel des personnages et un univers qui sont à la base un peu fantasques et farfelus. Et ça fait que ce film, pour moi, encore une fois, n'est pas inutile parce qu'il ajoute une pierre à l'édifice de cette démarche de rendre les choses réalistes qui court de plus en plus dans le cinéma. Ça s'inscrit dans un mouvement et ça fait partie de ce mouvement et donc à étudier, c'est intéressant.
il y a des choses à prendre. Conclusion avec mon avis dedans. Donc voilà pas mal de raisons pour lesquelles je trouve que ce film est très loin d'intéressant de ce film. Parce qu'on en a beaucoup, des remakes Disney qui arrivent, et que, bah voilà, on peut être directement réfractaire, on peut être lassé, mais on peut aussi, pour une fois, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo, se dire, bon bah en fait ça vaut le coup, et je vous explique pourquoi. Mais c'est pas nécessairement ce que je pense plusieurs fois, la comédie musicale. Donc en fait, pour moi, il y a 3 versions du Roi Lion. Il y a la version du film, là, c'est quasiment une de mes premières séances dont je me souviens très bien, une en première au Grand Rex, et rien que l'intro, ça m'a transporté, c'est une intro que je trouve... Pour moi, l'intro du Roi Lion original, c'est l'intro la plus puissante quasiment de l'histoire du cinéma. Et je vous dis, l'intro dans la comédie musicale, c'est une claque dans la gueule également. Et là, l'intro de ce film, vu que c'est un copier-coller de l'original, mais en image de synthèse photoréaliste, bon, bah, à part jouer au jeu de cette différence, émotionnellement et même dans l'impact que ça procure, c'est pas là que le film tire son épingle du jeu, en fait. Ce film-là est intéressant quand justement il s'écarte un peu du copier-coller. Parce que c'est vrai que cette volonté depuis très longtemps finalement. C'est que j'ai vraiment vu pendant 2 heures des putains de lions qui se baladaient et qui parlaient à peine. J'ai l'impression que c'est quasiment de la voix off en fait, les dialogues. Enfin voilà, il y a un côté très naturaliste, assumé. C'est la démarche du film de faire ça. Et donc bah, ça surprend, ça perturbe, et je demande à en voir plus avec des histoires qui me surprendraient, parce que c'est vrai que le Roi Lion, je savais un peu ce qui allait se passer. Donc ce film ne m'a pas dérangé, j'ai pas été effaré par ce que je voyais, j'ai été agréablement surpris par le processus, et de me laisser surprendre, et vraiment j'ai été bouche bée, un peu la tête comme ça, alors, quand même, je regarde des animaux qui ressemblent par moments... Ça marche pas toujours, mais par moments vraiment à des vrais animaux, et ça vaut que c'est troublant. Et être troublé devant ce film, ça m'a plu. Après oui, le fait que ce soit une histoire que je connais déjà, le fait qu'il y ait des séquences copier-coller, bon bah c'est un peu le jeu de faire des remakes, tu sais vers quoi tu t'orientes, il n'y a pas de surprise. C'est dommage, et il y a ce côté un peu nostalgique, doudou, jeu de cette différence, réellement, qui est un peu... c'est assez ludique, finalement, comme processus, de se dire « Ah, dans l'original, le plan, il était comme ça, je m'en souviens, et là, c'est ça. » Ça stimule, voilà, t'es stimulé quand tu vois le film, parce que tu connais l'original et que t'aimes bien comparer. Mais au-delà de cette comparaison, les séquences copier-coller n'apportent pas grand-chose, et c'est pas des séquences qui, dans le film en soi, te marquent vraiment, je trouve. Mais je dois avouer que ce parti pris, sans me procurer des émotions folles, m'a vraiment agréablement surpris. Donc j'en ressors, s'il, quelque chose... de l'attendu, on se dit « Ah bah oui, le remake du Roi Lion, c'est obligé que ça ressemble à ça. » Non, pour moi, justement, ils ont pris un risque, Favreau est allé dans une direction, il a imposé quelque chose, et vu que c'était le Roi Lion, ils y sont allés, et le résultat est finalement assez inédit. Vous laissez pas trop berner par ce côté copier-coller, parce que voir au cinéma des animaux aussi photoréalistes et aussi peu humanisés, c'est ultra rare. Et on pourrait se dire que oui, c'est une pompe à fric, que c'est un projet opportuniste, et qu'ils vont réussir à gagner plein de thunes parce qu'ils ont fait un copier-coller, mais à la fois, j'ai jamais vu un film qui ressemblait à ça avant. Donc on tombe dans un espèce de paradoxe, vous pouvez détester la démarche commerciale, de réussir à surfer sur de la surnostalgie pour réussir à engranger plein d'argent, mais si vous êtes en recherche d'inédit, bah vous aurez du mal à passer à côté de ce film, parce qu'il propose quelque chose d'inédit. Pas dans sa narration, mais dans son visuel et dans sa démarche profonde. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Roi Lion. J'avais envie de creuser un peu ce sujet, c'est passionnant, je trouve, d'analyser la forme et le fond de ce que ça implique. Et voilà, c'est un film qui est finalement assez stimulant, voilà, c'est pas juste un copier-coller à la con, c'est pas juste ça fait quelque chose. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à checker ma vidéo sur Danny Boyle. Je suis un peu déçu des scores. Pas grand monde l'a vu, alors que je considère que c'est vraiment une super vidéo. Je suis vraiment content de cette vidéo. Donc, si vous connaissez pas Danny Boyle et que vous avez envie de découvrir un peu ce mec, allez voir cette vidéo. Ça vaut vraiment la peine. Je vous en remercie. Je remercie NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un soulagement d'être sponsorisé de temps en temps. Ça, financièrement, ça fait vraiment un bien fou. C'est pas énorme, mais ça permet de respirer vraiment. Donc c'est cool. Et si vous voulez m'aider financièrement et que vous n'êtes pas NordVPN, eh ben, vous pouvez aller sur Utip, regarder des pubs et aider à financer un peu cette chaîne, ou vous pouvez carrément aller sur le Tipeee des meilleurs scénaristes d'Hollywood. C'est pas pour financer cette chaîne, mais c'est pour financer le programme que je fais avec David The Film Talker, où on fait des blagues sur les films, où on essaie d'écrire des films comme si c'était des débiles qui les avaient écrits, plus ou moins. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!